Bonjour, c'est Clara Grosis pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'autrice de bande dessinée Florence Sestac a sorti en janvier dernier un nouvel album, dans lequel elle raconte son expérience de grand-mère. Il s'intitule « Le démon de mamie » ou « La sénescence enchantée ». L'illustratrice est connue pour cette série, entamée en 1996, avec l'album « Le démon de midi », et pour ses personnages humoristiques au gros nez. À 75 ans, elle n'est pas prête de raccrocher le crayon. Florence Sestac raconte son histoire dans Code Source, au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Florence Sestac dans son appartement qui surplombe le cimetière du Montparnasse. Elle attend ses petits-enfants qui doivent arriver après l'école. Avant ça, on s'installe pour qu'elle me raconte d'où lui vient sa passion pour le dessin. Florence est née le 18 juillet 1949 à Pont-Audemer, en Normandie. À 4 ans, elle déménage à Rouen avec ses parents, sa sœur de 6 ans de plus qu'elle et son frère de 2 ans de moins. Dès petite, elle a la tête plongée dans ses dessins. Oh, j'étais le type d'enfant qui rêvait, rêveuse, complètement rêveuse, paumée dans ses rêves et tout, et qui dessinait tout le temps. Et donc, les études, ça a été une catastrophe parce que je suis dyslexique. Et donc, à l'époque, c'était pas diagnostiqué. Donc, j'étais on disait que j'étais un peu taré, quoi. Donc, on me foutait la paix, on me mettait au fond de la classe, et puis je dessinais. J'embêtais personne. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai dit que ma vie, ce serait dans le dessin, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Mes parents nous abonnaient à des journaux, dont mon frère était abonné à Tintin et moi j'étais abonné à Spirou. Et c'est là que j'ai découvert mon maître qui est André Franquin et qui dessinait à l'époque Gaston Lagaffe, quoi. Le père de Florence est peu présent pour elle. On a eu un père qu'on n'a jamais intéressé, que ce soit mon frère ou ma sœur, on ne l'a jamais intéressé. On s'est toujours demandé pourquoi notre père avait fait des enfants, parce qu'on ne l'intéressait pas. Donc on se débrouillait un peu tout seul, voilà. Et donc il était pas facile et tout, puis il s'occupait pas de nous, quoi, surtout, c'est toujours ça. Grâce à ça, j'ai pu faire ce que je voulais, mais en même temps, j'ai passé ma vie à essayer de lui prouver que j'étais pas taré et que je pouvais faire quelque chose de ma vie, quoi. Et donc et ça n'a jamais marché, quoi. Ma mère, c'était une sainte, comme on dit. Donc, elle restait à la maison parce que mon père a décidé qu'une mère, c'était à la maison, s'occupait de la maison et des enfants, et qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, elle était femme soumise et tout, et que mon père était son héros. Mais c'est elle qui m'a tout appris. C'est elle qui avait le don du dessin, qui avait le don du... Elle savait tout faire avec ses mains. Elle bricolait, elle faisait de la couture, elle était très créative, ma mère. Et je pense que si on l'avait laissée s'exprimer, je pense qu'elle aurait fait, je ne sais pas quoi, mais elle aurait fait des choses bien. À 12 ans, Florence va en pension chez les sœurs à Honfleur. Je n'étais pas bien dans cette famille, voilà, et donc j'ai demandé à la pension. Je me faisais coller tout le temps, donc je restais le week-end à la pension, et il fallait inventer des blagues tout le temps pour faire chier les bonnes sœurs, quoi. Donc c'est une très bonne école de la rébellion pour moi. En seconde, Florence passe les concours pour entrer aux Beaux-Arts de Rouen, et elle les réussit. Et là, pour moi, la vie a changé, quoi. C'était merveilleux. Merveilleux, je faisais enfin ce que je voulais. On dessinait tous les jours, on faisait on créait tous les jours et tout. J'ai enfin trouvé ma voie, quoi. Là, je me suis dit, c'est ma voie. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de bande dessinée, ça n'existait pas. C'était un métier qui était... Non, ça n'existait pas, c'est pas enseigné d'ailleurs. Mais de faire de la peinture, de m'essayer au modelage, de m'essayer un peu à tout, c'est... Voilà, j'ai pas trouvé ma voie tout de suite, mais c'était par là que je voulais aller, quoi. Florence rencontre Étienne Robial dans cette école. Il dessine lui aussi et il tombe amoureux en faisant les 400 coups. Il y a eu 68 où on s'est retrouvés en tôle, tous les deux, pour vol et destruction d'emblèmes nationaux, parce qu'on a passé les vacances ensemble au bord du bassin d'Arcachon. On avait descendu tous les drapeaux bleu, blanc, rouge le jour du 14 juillet pour arracher le bleu et le blanc et remonter le rouge sur toutes les mairies du tour du bassin d'Arcachon. Donc ça s'appelle vol et destruction d'emblèmes nationaux et on a été condamnés à de la prison. Donc on a fait de la préventive. Moi j'ai eu une grosse amende et lui est parti en régiment disciplinaire en Allemagne. Et donc c'est après qu'on s'est retrouvés à Paris. Moi je montais m'inscrire aux Arts Déco, puis lui il sortait de l'armée et donc on a commencé tous les deux à Paris ensemble, quoi. Voilà.
tous les deux, on a commencé à chercher du boulot et à faire des petits boulots à gauche à droite d'illustration, beaucoup d'illustrations, quoi. Et puis on a rencontré un mec qui nous a dit « Je connais un mec qui a une librairie de bande dessinée à Paris dans le 15e arrondissement qui s'appelle Futuropolis, mais il cherche à s'en séparer et voilà, il cherche un repreneur. » Donc on a rencontré ce mec et donc on lui a dit « Ah bah oui, c'est sympa, c'est bien comme librairie et tout ça. » Mais on n'a pas un rond, on n'a pas d'argent et tout ça. Donc il a dit, écoutez, vous trouvez un peu d'argent pour démarrer, puis après vous reprenez la librairie, puis vous me payez au fur et à mesure. Donc voilà comment a commencé l'aventure de Futuropolis. Ils achètent la librairie Futuropolis en 1972. À ce moment-là, ils n'y connaissent pas grand-chose. 2 ans plus tard, ils vont à la première édition du Festival d'Angoulême. Donc on avait loué une camionnette, on avait rempli la camionnette de vieilles bandes dessinées qu'on vendait dans la librairie à l'époque et tout, et donc on était antiquaire de bande dessinée, donc on nous a placés au premier étage dans le musée d'Angoulême, c'est entre les tableaux de maître et tout ça, il y avait une pièce là, on était là. Puis le festival, il y avait 3 pelés de tondu, il y avait un petit coin de fanzine, il y avait les antiquaires là-haut, ça se passait dans le musée d'Angoulême, mais dans 3 pièces du musée d'Angoulême, quoi. C'est ça qui est drôle. En parallèle de la librairie, Florence et Étienne continuent de vendre leurs propres dessins, pour la presse notamment, mais ils ont un autre projet en tête. Dans notre idée, Étienne Rambert et moi, c'était de faire de l'édition. C'est ça qui nous titillait. Donc 5 ans plus tard, on a revendu la librairie et on a créé la maison d'édition. Donc on s'est retrouvés à la tête d'une maison d'édition où on faisait de tout, du carton à dessin de l'auteur jusque chez le libraire, quoi. On s'est retrouvés à 25 ou 30 personnes et là on était doués pour faire de l'édition mais pas pour faire de la gestion, donc on s'est cassé à la gueule, quoi. Et on s'est fait racheter par Gallimard en 89. En 1986, ils ont un fils ensemble. En parallèle, Florence affine son coup de crayon et elle se fait connaître pour ses personnages avec des gros nez. Ce qui est difficile pour un auteur, c'est de se mettre le personnage dans le crayon, comme on dit. C'est-à-dire de créer des personnages que les gens reconnaissent tout de suite. Ah bah ça c'est machin, ça c'est machin et machin. Et là, ça c'est long à venir. Et moi je voulais faire des bandes dessinées d'humour, bien sûr, et donc bande dessinée d'humour, il y a un gimmick, c'est le gros nez, quoi. Donc j'ai fait que des personnages à gros nez, et je me suis dit, tant qu'à faire des gros nez, on va en faire un énorme, quoi. Donc au début, effectivement, mes personnages avaient un nez un peu gros, pendant et tout, mais bon, ça se peaufine un bon bout de temps, et puis une fois, après, vous l'avez dans le crayon. C'est-à-dire que le personnage, je peux vous faire sur toutes les coutures, ça peut être un garçon, une fille, un bébé, un chien, un chat, voilà, je peux tout faire avec le même nez, quoi. Voilà. Il y a des gens qui détestaient, il y a des gens qui trouvaient ça rigolo, il y a des gens qui trouvaient ça vulgaire, j'ai tout entendu. Et même quand je suis rentré, parce qu'à un moment j'ai fait une bande dessinée dans le journal de Mickey qui s'appelait La famille des blocs. Et donc je suis arrivé dans le journal et puis je me souviens que la rédactrice en chef m'a dit ah oui c'est bien ce que vous faites mais alors il faudra un truc, il faudrait diminuer les nez. Alors je lui ai dit vous pouvez tout me demander sauf ça, voilà, ça ne va pas être possible. Donc elle a dit bon tant pis, ça ne va pas marcher. Et puis ils ont testé sur des mômes. Ils ont montré mes dessins dans une classe, chez moi, ils faisaient des tests comme ça de dessin. Et tous les mômes ont dit oui, les gros nez, c'est trop bien, on en veut, oui, c'est trop drôle et tout. Et donc c'est grâce aux mômes que je suis resté et que j'ai pu faire cette bande dessinée pendant 11 ans, 1 page par semaine. Étienne Robial quitte Florence pour une femme plus jeune. Florence traverse une période compliquée et décide d'en faire une BD, Le démon de midi. Je ne l'ai pas fait tout de suite, hein. C'était long à venir, mais ça a été thérapeutique pour moi, une fois que j'ai pu le coucher sur le papier, sous la forme que je voulais, parce qu'au début j'ai fait un premier scénario, c'était très revanchard, tous les mecs des salauds, faut les tuer, gna gna gna, c'est pas très revanchard, ça allait pas, après j'en ai fait un autre, c'était pas drôle et tout, puis à un moment on trouve, voilà, la manière de raconter la chose, c'est-à-dire qu'on va de derrière aux larmes, quoi. C'est un truc que j'ai vécu, donc je sais bien que c'est pas rigolo. Et donc, ce qu'il faut, voilà, c'est de faire rire les gens et les émouvoir, les faire rire, les émouvoir et que ça les touche dans leur vie, je pense, dans leur vie à eux, quoi. C'est très important pour moi.
À cette époque-là, je mettais vraiment le doigt sur un fait de société. Je veux dire, la femme de 40 qui se fait larguer, c'était tellement commun que je ne me rendais pas compte. Mais en même temps, les gens se reconnaissaient, et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça, et donc elles étaient bien remontées. Hein. Elles étaient en forme, très très en forme, quoi. Et j'ai reçu beaucoup de courriers de femmes qui disaient « Ah ben, si toutes les cocus de France achètent 3 albums comme moi, c'est-à-dire que j'en ai acheté un pour mon mari, un pour la maîtresse de mon mari et un pour moi, ben, vous allez être milliardaire. » Donc je recevais du courrier comme ça, c'était plaisant, quoi. Le Démon de Midi est le premier gros succès de Florence. Il sera même adapté au théâtre et au cinéma. Florence avait déjà été récompensée par des Alphartes de l'humour à Angoulême, prix qui récompense la meilleure BD humoristique de l'année, mais en 2000, elle reçoit le prestigieux Grand Prix d'Angoulême. Elle est la première femme à le recevoir. Je ne m'attendais tellement pas que j'étais pas à Angoulême à le moment. Parce qu'à l'époque, c'était les anciens Grands Prix qui choisissaient le suivant. Et donc, je me souviens que j'étais ici, à Paris, et que j'étais au marché en train d'acheter des légumes, je sais pas quoi. Et je suis rentré, mon fils m'a dit, il faut que tu rappelles Angoulême. Je dis, bon, qu'est-ce qu'ils me veulent et tout. Mais loin de là de penser à ça, mais vraiment. Et j'ai eu, je sais plus si c'est Enki Bilal ou Tardy ou je sais ça, qui m'a dit, bah, t'es Grand Prix d'Angoulême. J'ai dit, c'est ça, oui, c'est très drôle. Oui, oui. Ils m'ont dit, mais si, t'as un Grand Prix, il faut que tu me descendes tout de suite à Angoulême. Donc j'ai pris le train là en face et je me suis descendu à Angoulême. Mais je m'y attendais pas du tout, vraiment. Et donc je me souviens avoir téléphoné à mon père, qui est toujours effectivement optimiste. Alors j'ai dit, tu sais papa, j'ai eu le Grand Prix d'Angoulême. Et il m'a eu sa réponse magnifique, il m'a dit, ah bon, c'est bien ça. Je dis, bah oui, c'est pas mal. Dans les années 2000, Florence sort de nombreuses bandes dessinées et même une suite au Démon de Midi, d'abord le Démon de l'après-midi en 2005, qui reprend le même personnage de Noémie 10 ans plus tard, puis le Démon du soir ou la ménopause héroïque en 2013. Chaque fois, elle s'inspire de sa propre vie et en 2014, Florence devient grand-mère. On s'y attend pas, c'est-à-dire qu'un jour on vous dit « Ah bah tu vas être grand-mère », donc ah bon, d'accord, et puis ça se concrétise par un petit bébé qui arrive là, et donc... moi j'étais vachement ému, quoi. C'est un peu comme si je revivais la naissance de mon fils, quoi. C'est la même chose, c'est aussi émotionnellement formidable, quoi. Voilà. Et donc une autre page qui s'écrit, et une autre rencontre avec un... Voilà, c'est formidable. Et donc après il y en a un deuxième, c'est encore meilleur, et voilà, quoi. Donc non, je les adore, mes petits-enfants. Et donc ils sont doués pour le dessin aussi. Je bosse beaucoup avec eux. Enfin, ils savent mettre les choses en place. On voit tout de suite, ils font un bonhomme, il va pas mettre la tête en bas, les pieds en l'air et tout. Non, les choses sont en place, quoi. Et ils aiment bien venir dans mon atelier, patouiller dans la peinture et faire ce qu'ils veulent, quoi. Ça, c'est leur grand plaisir de venir ici. Sa relation avec ses 2 petits-enfants, Auguste et Pia, lui inspire une nouvelle suite à ses bandes dessinées, Le Démon de Mamie ou La Sénescence enchantée, qui est sorti en janvier 2025. Florence l'assure, c'est le dernier album de cette série, mais c'est pas la fin de sa carrière. Elle espère ne jamais arrêter de dessiner. Je raconte que j'aimerais mourir le crayon à la main, bien sûr. Bon, mais je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas, on verra bien. Mais ce plaisir du dessin, c'est tous les jours, mais c'est un peu obligatoire, quoi. Sinon, je suis pas bien. C'est une maladie, hein. Donc, j'espère mourir le crayon à la main. Ça serait une belle mort pour moi. Barbara, qu'est-ce qu'on retient sur le fait d'être grand-mère quand on lit ce nouvel album ? On retient surtout l'amour qu'il y a entre une grand-mère et ses petits-enfants, malgré le fait que c'est pas toujours facile de rester à sa place de grand-mère et de se plier aux règles imposées par ses enfants pour s'occuper de ses petits-enfants. Et c'est pas toujours facile de gérer les enfants aussi dans les espaces publics. On la voit notamment dans le train ou dans une file d'attente. Mais elle parle pas seulement du fait d'être grand-mère, elle parle d'un tas de sujets qui concernent la vieillesse, comme aider ses propres parents qui perdent en autonomie. Elle parle du deuil aussi, et elle aborde la vie de couple quand on vieillit ou le célibat et les rendez-vous galants. En fait, elle essaye vraiment d'aborder plein de sujets auxquels tout le monde peut s'identifier, le positif comme le négatif, mais toujours dans l'humour. On l'a dit, Le Démon de Midi et la série qui a suivi, ça reste son plus gros succès, mais Florence Sestak n'a pas fait que ça. Elle parle de quoi dans ses autres bandes dessinées ?
Elle a fait des tas de BD, toujours inspirées de sa propre vie ou des histoires qu'elle entendait. Elle s'est par exemple appuyée sur son enfance pour faire Un papa, une maman, une famille formidable en 2021. Dans cette BD, elle critique le modèle traditionnel avec un papa et une maman pour répondre à ceux qui s'opposent au mariage pour tous. Elle a aussi fait une BD dans laquelle elle parle de sexe, elle s'appelle Ginette, et elle raconte l'histoire d'une prostituée. Et elle fait aussi des BD biographiques comme Le prof qui a sauvé sa vie en 2023. En fait, elle aime casser les codes, mais ce qu'on retrouve dans toutes ses œuvres, c'est une accroche avec le réel. Merci Barbara Gouy. Cet épisode de Code Source a été réalisé par Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Et si vous aimez notre podcast, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi écouter Crime Story. Tous les samedis matins, les journalistes Claudia Prolongeau et Damien Delseny vous racontent un nouveau fait divers.